Julien Charpenay, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Très bien, tu Oui, es très bien. étudiant en journalisme à l'IUJ Paris, Oui, c'est ça. en première année. En première année depuis début octobre, c'est ça. Et donc ce qui nous vaut aujourd'hui le fait de faire cet entretien, Mm. c'est qu'il t'est arrivé quelques aventures sur la manifestation contre le régime des retraites, contre la réforme du régime des retraites le 5 décembre dernier, jeudi 5 décembre, donc il y a quelques jours. Mm. On s'était rencontrés sur le terrain il y a un petit moment. Il y a quelques semaines, ouais, pour le nous toutes. Voilà, et tu avais soumis l'idée de venir nous suivre, nous, Line Press, avec quelques-uns de tes camarades d'école, Ouais. pour voir un petit peu comment se passe le travail de journaliste sur le terrain. Sur le terrain, sur des grosses manifs, ouais, c'est ça. Voilà, ce c'est qui, ça, peut être assez formateur et peut Complètement. permettre de voir un petit peu comment se déroulent les choses au niveau de la presse. Donc je crois savoir que tu n'avais jamais participé quasiment à aucune manifestation de ta vie. Non, on a commencé, j'ai commencé avec vous, avec les gens de ma classe, sur l'anniversaire des Gilets jaunes. On a fait ensuite le 23 novembre et c'est tout. Après, ouais, il y avait du coup le 5 décembre où j'étais censé être là, pour le coup. Et twist. Que s'est-il passé? J'ai été interpellé, c'était avenue Sébastopol, à je crois 700 mètres de la gare de l'Est, où j'ai été arrêté, donc ils ont regardé dans mon sac, parce que j'avais du matériel de protection. Donc j'avais masque à gaz à cartouche, masque de protection pour les yeux, casque, et j'avais aussi un pare-pierre de motocross. Et donc j'ai été considéré comme un black bloc, allant directement, j'étais là juste pour, foutre le bordel, complètement, pardon. C'est ce qu'ont dit les policiers en tout cas. C'est ce qu'on m'a dit, ouais, c'est ce que les Alors, policiers m'ont dit. on peut préciser tout de suite que moi, en tant que responsable de l'agence Line Press, j'avais accepté que vous veniez me suivre, Tout à fait. sachant les risques potentiels de cette manifestation. Je vous avais imposé Ouais. le port, le fait d'avoir un casque, d'avoir un masque à gaz et d'avoir une protection pour éviter une protection dorsale et le matériel le plus adapté et l'armure de motocross qui permet d'éviter d'avoir les contre-coups de tirs de LBD ou de pierre que l'on reçoit. Donc c'était quelque chose que vraiment je vous avais imposé, je vous avais dit oui vous pouvez nous suivre mais ça va tellement mal se passer et l'histoire nous a donné raison, qu'il fallait vous protéger. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que te disent les policiers? Dans un premier temps, alors ils n'ont pas vu tout de suite la protection de motocross parce que je l'avais sur moi, j'avais un pull par-dessus, donc ils l'ont pas vu tout de suite. Mais au départ, c'était simplement une perquisition. Et du coup, dès que j'ai dit que j'étais étudiant en journalisme et que je rejoignais du coup, votre équipe du coup, sur le terrain, là du coup ils ont appelé la commandante de l'équipe. J'ai montré ma carte et là on m'a dit c'était garde à vue, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, dès qu'ils ont prononcé le mot garde à vue, j'ai rien pu faire. Je pouvais plus appeler personne et j'étais vraiment encerclé de toutes parts par la brigade du coup qui était présente sur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les policiers constatent que tu n'as aucun élément dangereux sur toi. C'est ça. T'as pas de fumigène, t'as pas de pierre, t'as pas de cocktail molotov, t'as juste des éléments de protection. Tu peux leur démontrer immédiatement ta qualité, c'est-à-dire avec tes documents officiels d'étudiant en journalisme, et ils ne t'autorisent même pas sur place à m'appeler moi, à appeler quelqu'un de Line Press, quelqu'un de l'école, pour prouver que tu viens travailler sur une manifestation, tu viens observer le travail des journalistes, et tu n'es pas manifestant. C'est ça. Donc à ce moment-là, plus aucun moyen de discuter, c'est garde à vue direct. C'est garde à vue, et du coup ils m'ont dit que ce que j'avais c'était considéré comme des armes de guerre. Donc masque à gaz, d'accord, c'était pas des masques intégrales, j'ai fait rien de... Tout était acheté en grande surface quoi. Oui, et après vérification, nous on a pu constater dans les textes, effectivement le casque de moto, la protection de moto et le masque qui est un masque de peinture, ne sont pas des armes de guerre. Donc à partir de ce moment-là, ce que t'ont dit les policiers est faux. C'est ça. Et tu t'en doutais sur place que commençait un petit peu à te raconter n'importe quoi et que tu pouvais faire l'objet d'une barre de plus dans des statistiques, parce que c'est ça la réalité du truc en fait. Alors tout de suite, non, pas tout de suite, mais assez rapidement, pour moi au départ c'était évident que j'allais pas rester très longtemps en garde à vue. Finalement pas du tout, je suis resté quand même assez longtemps. 30 heures, on y reviendra après. Ouais, 31 heures exactement, j'ai refait le calcul.
Et du coup, sur le moment, non, je me suis pas dit tout de suite c'est des cracks, machin. Je trouvais ça un peu gros, mais je me disais, j'ai vu qu'il y avait eu des arrêtés préfectoraux, je me suis dit est-ce que c'est par rapport à ça. Mais vu que pour moi j'étais totalement honnête et j'étais dans la légalité, on va dire, en matière d'équipement de journaliste, pour moi c'était bon, il n'y avait pas de souci plus que ça, quoi. Oui, alors donc on peut dire que le préfet Didier Lallemand avait décidé d'interdire le port de casque et de masque à gaz. Alors sauf qu'on a pu voir dans la manifestation par exemple le service d'ordre de la CGT qui a pu rentrer avec des casques et des masques à gaz, donc tant mieux pour eux hein, s'ils ont pu se protéger, mais ça questionne quand même quelque part de voir que certains n'ont absolument pas été bloqués. Et on va en profiter tout de suite pour préciser que d'autres journalistes que nous connaissons ont été soit interpellés, soit dépouillés de leur matériel de protection. Des journalistes de grosses rédactions, avec des cartes de presse, qui sont absolument pas connus pour faire autre chose que leur travail dans les manifestations. Et on va également préciser qu'un assistant de production de Line Press, Johan, s'est fait quant à lui interpeller au niveau de la porte d'Orléans. Il était en voiture, il arrivait pour venir nous rejoindre et travailler avec nous sur la manifestation. Un policier lui demande de baisser sa vitre, lui demande ce qu'il vient faire dans Paris. Il vient travailler sur la manifestation avec l'agence Line Press. Il a une carte de l'agence, il a un document papier qui lui impose de notre part d'avoir une protection pour des questions d'assurance. Et à ce moment-là, lui aussi, interpellation, pas moyen de discuter, garde à vue. Sauf que pour lui, il est resté moins que toi, il est resté 6 heures sans à aucun moment la notification de garde à vue lui soit signifiée, ce qui est totalement illégal, et il est libéré 6 heures plus tard, sans qu'aucune charge soit retenue contre lui. Alors évidemment, nous on va évidemment engager toutes les procédures derrière et attaquer. Mais toi, Julien, tu es resté beaucoup plus longtemps que ça. Ouais, Comment ça s'est passé alors? Alors la première étape, du coup, je me suis fait embarquer, j'ai été menotté et emmené au commissariat du 5-6e arrondissement. Et de là, du coup, évidemment, ils ont récupéré tout le matériel, tout ce que j'avais sur moi, ils ont fait l'inventaire. J'ai été placé en garde à vue et du coup, le brigadier qui m'a mis en cellule m'a directement dit qu'il ne comprenait pas pourquoi j'étais là. Et je suis arrivé 1 heure après des street medics qui étaient aussi arrêtés parce qu'ils avaient des masques à gaz. Simplement. Alors quand tu arrives en garde à vue concrètement, tu signes immédiatement un PV de mise en garde à vue ou ça prend du temps? Comment ça se passe? Ça se passe tout de suite, dès qu'ils retrouvent les clés des menottes qu'ils avaient laissées dans la voiture, c'est ça, ils y vont, je signe le papier. Ouais. D'accord, et là tu sais toi, par ta culture générale, qu'à ce moment-là tu as des droits. C'est ça, ouais. On t'explique les droits que tu as ou tu les demandes? Alors les droits c'est un avocat, un médecin, un coup de téléphone, est-ce qu'on t'explique? Ça, ouais, on me l'explique. Après, moi, je savais parce que mon père était dans la police. Mon père n'était pas dans la police municipale ni nationale, il était dans la PJ. Et du coup, oui, ça, je le savais. Ouais. Donc, on me l'explique. Je demande un avocat et un coup de fil. Du coup, la personne qui me lit mes droits note simplement le coup de fil. Elle note pas l'avocat. Et j'ai jamais eu le coup de fil. En fait, c'est elle qui l'a prévenu directement, mais simplement en lui laissant un message. Du coup, heureusement que j'ai... Donc je crois, sauf avis contraire, qu'on doit te laisser passer un coup de fil à quelqu'un de ton choix, ta mère, ce que tu voulais faire, tu voulais prévenir ta mère. On t'a jamais autorisé à passer ce coup de fil. J'ai pas eu de coup de fil. T'as pas eu de coup de fil. Et on ne t'a pas procuré un avocat commis d'office, qui est la loi, ce qui est obligatoire. Ouais, donc à partir de là, déjà, la procédure ne tient plus. Elle devient totalement illégale. Quand tu comprends la manière dont se déroule ta garde à vue, qu'est-ce que tu te dis? Au départ, un peu du mal à y croire quand même, de se dire que c'est possible. En France, en 2019 France, ouais. Mais on y croit encore. Sincèrement, moi j'y croyais encore sur la partie où j'étais encore en garde à vue. Je me disais simplement, bon, je vais attendre d'être auditionné. Et puis une fois que je suis auditionné, ils vont comprendre que je suis effectivement étudiant en journalisme et que c'est pas grand chose et que j'avais du matériel qui était tout à fait normal. Mais en fait, non, pas du tout. J'ai été auditionné à 17 h à peu près. Non, j'ai pas eu d'infos plus que ça. Et sur les coups de 20 h, 20 h 30 à peu près, on me dit que je suis déféré au tribunal de Clichy.
Donc de là, on attend, donc on est 4 à partir, donc je suis avec un cheminot, un street medic et un reporter qui revenait de Hong Kong et qui voulait montrer les manifestations hongkongais. Et qui s'est lui embarqué aussi. Qui s'est fait, alors avant ça, on peut imaginer que toute personne passée en garde à vue, son identité est passée au TAJ, le système informatique des infractions constatées qui permet aux policiers de savoir qui ils ont affaire en face d'eux. Donc toi, on est bien d'accord, tu précises, tu n'as jamais été interpellé, tu es inconnu des services de police. Tout à fait, ouais. Ton père, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, était on va pas dire qui c'était, mais enfin, c'était un très haut gradé de la police nationale, numéro 2 d'une police judiciaire. Donc voilà, tu as été élevé, je suppose, dans des... avec une certaine rigueur. Exactement, tu te serais fait taper sur les doigts si tu n'avais pas une adolescence très... on se faisait pas taper les doigts 2 fois de suite. Voilà, donc alors, c'était carré. Mais à ce moment-là, tu te dis pas, bon, ils vont contrôler, ils vont voir que je suis pas connu, je suis pas fiché pour être un habitué d'actes violents sur la voie publique. Ils vont le voir, ils vont peut-être contacter le patron de la presse. Et en fait, non, rien. Ils contactent personne. Non, et ça dure combien de temps comme ça, avant justement le déferment? Avant le déferment, ça dure. Le déferment, moi je l'ai signé à 20h, donc de midi à 8h, donc il s'est passé 8-9 heures à peu près. Et tu es auditionné pendant ce moment-là? Je suis auditionné à 17h, ouais. Qu'est-ce que te demande le policier qui t'auditionne? Alors tout simplement si j'accepte si je comprends pourquoi j'ai été arrêté, interpellé, si j'accepte les motifs. Moi je les ai refusés tout de suite parce que je participais pas à la manifestation, je lui ai bien dit que j'allais suivre la manifestation en tant que journaliste. Et on m'a dit tout simplement que ils ont accepté, j'ai signé l'audition. Et de là, j'ai attendu longtemps, 3 heures encore, et ensuite j'ai été déféré. J'apprends que je suis déféré devant la justice. On nous dit qu'on va passer le soir, mais en fait ça traîne. On est emmené du coup à Clichy. À Clichy. Au tribunal, au TJ de 3h30 à peu près après avoir signé le papier pour être déféré. Et c'était très long. C'était très long et pareil aussi. Et là, à Clichy, tu arrives comment? Dans la soirée, c'est ça? J'arrive exactement à minuit 5. Dans l'espace de fouille, encore une fois. En reprécisant que tu étais interpellé vers quelle heure? J'ai été interpellé sur les coups de 11h15. 11h15, d'accord. À peu près, ouais. Donc tu arrives là-bas, la procédure s'enclenche, la suite de la procédure s'enclenche. Donc là, on me relie mes droits, donc pareil, avocat, médecin et coup de fil. Tu les redemandes à ce moment-là? Non, je les redemande pas parce que j'ai vu que j'avais demandé mais j'avais rien eu, donc là je commence à plus trop y croire à ce niveau-là. Mais on y croit encore un peu en se disant bon, les auditions vont commencer à 10h, bon je suis parti avant midi. Et en fait non, pas du tout, on a aucune information. On ne sait pas quelle heure il est, on ne sait pas comment ça avance. On a à peu près des indications sur le matin notamment avec les gens qui souhaitent passer avec le médecin. Donc là on voit qu'il est à peu près 7-8 heures. Oui, parce que tu passes toute la nuit en geôle au tribunal. Ouais, c'est ça, La chance, c'est tout neuf, c'est un bâtiment tout neuf. Pas les cellules apparemment. Ils sont déjà dans un état... ouais, c'est pas encore... ça va, c'est pas le riche, hein. Ouais, c'est ça. J'aurais préféré. Mais non, ça c'est pas... bon, c'est rustique. Et le premier magistrat, tu le vois à quelle heure alors? Le premier magistrat, je le vois vers 18h30 à peu près, juste avant de sortir. C'est-à-dire quasiment au bout des 31 heures d'arrestation. C'est un procureur de la République, c'est ça? On m'a pas dit grand-chose, on m'a juste dit vous voyez quelqu'un, allez-y. Alors qu'est-ce qu'il te dit ce magistrat à ce moment-là? Que c'est un simple rappel à la loi du coup pour participation à un groupement. Un groupement, ce qui déjà en droit ne veut pas dire grand-chose. Puis si c'était aller à un attroupement illégal, la manifestation étant déclarée, pour le coup, de facto le regroupement ou la manifestation n'est pas illégale. Elle est déclarée, le parcours est déclaré, donc à partir de moment ça tient pas. Tu sens à ce moment-là que le fait qu'on lui voit juste rappeler à la loi, c'est en fait
simple moyen de pression qui est mis en place Ouais, pour permettre d'extraire des jeunes de la manifestation et leur faire un peu peur. c'est ça, ouais, après concrètement c'était ça. Après je pense aussi, j'ai été laissé quand même longtemps, ce qu'on nous avait dit à peu près, alors le premier qu'on a eu, la première personne qu'on a vue pour avoir l'heure, sur le coup de midi, nous avait dit que ça se terminerait vers 5 heures. Donc à 5 heures, on a encore l'heure une fois à 5 heures, à peu près passé 5 heures. Et à ce moment-là, moi je vois le street medic avec qui j'ai été déféré. Et on se regarde, on se dit c'est bon, on va dormir là. On voit le temps passer de plus en plus, il se passe toujours rien, on n'entend plus rien, on n'entend plus grand chose. On se dit ça y est, on va redormir là, on va repasser une nuit ici, on n'y croit plus. Là vraiment par contre moi j'ai perdu foi vraiment en la justice française en se disant que c'était pas possible quoi, dans un état de droit de se dire que parce qu'on est journaliste et qu'on a des protections sur soi, on est arrêté, En représentant que tu avais les documents qui permettaient de ouais. prouver ta qualité. Hein. Et on va Ouais. bien préciser pour les gens qui nous écoutent, tu n'avais aucun élément de dangerosité, Non. autre que ce défini par le préfet, puisque le préfet, C'est ça. l'allemand, considérait ce jour-là que le simple fait d'avoir un casque de vélo était une arme par destination. Mais à ce moment-là, tout peut être une arme par destination. C'est Une paire d'ailleurs de bien lunettes, ça. un stylo, une montre, peut être une arme par destination. C'est bien ce que dit là. Avec les renseignements. Oui, avec les renseignements qu'on a pris, tout ça évidemment est totalement illégal. On va même rajouter que, ayant pris nous contact avec des autorités de police, une personne que l'on ne peut pas nommer nous a dit il va falloir peut-être que le préfet se mette dans la tête que c'est pas lui qui fait la loi, on lui demande juste de l'appliquer. Voilà ce que nous répond une haute autorité de police qui en dit long un petit peu sur les rapports qui peuvent peut-être s'entretenir au sommet de la préfecture de police. Donc tu sors à quelle heure de tout ce système? Je sors à 19h. À 19h exactement, ouais, je sors à 19h. En étant départi de tes biens. C'est ça. C'est que en fait, on te rappelle que la loi dit qu'il ne faut pas faire quelque chose d'illégal, mais tu n'as rien fait d'illégal. Et on te subtilise les éléments de protection que tu avais achetés sur tes propres deniers. C'est ça. Et sur mon PV d'interpellation, j'ai été arrêté sur des suspicions. D'accord. Donc j'ai été arrêté sur des suspicions et vraiment ça aussi ça fout un coup au moral de se dire qu'en France on peut être arrêté pour des suspicions alors qu'il y a quand même quelque chose qui est primordial, c'est la présomption d'innocence. Et dans ce cas-là elle n'a pas du tout été respectée. Moi je me suis senti criminel tout le long. Alors que concrètement j'étais juste en train de marcher dans la rue. Qu'est-ce qu'un jeune qui est étudiant en journalisme, enfin, qu'est-ce que ça évoque pour un jeune qui est... Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 23 ans. 23 ans. De se dire qu'en France, aujourd'hui en 2019, on peut... sur un délit de faciès. Parce que les journalistes un petit peu plus âgés ne se sont pas fait interpeller, qu'on peut aujourd'hui se faire arrêter plus facilement que dans d'autres pays pourtant réputés beaucoup moins sympathiques avec la liberté de la presse. Qu'est-ce que toi ça t'inspire un petit peu? Ça fait bizarre de se dire que en France c'est possible et de se dire que dans le pays de la liberté c'est possible. Et c'est vraiment ce que je me suis dit après c'est l'injustice poussée à son paroxysme, de se dire que non quoi, j'étais juste en train de marcher dans la rue, je me fais arrêter pour des suspicions. Moi à la fin j'y croyais plus. Ouais. Ça va être formateur pour toi, ce qui t'est arrivé dans ta carrière de journaliste qu'on te souhaite longue. Quand tu auras des politiques face à toi, tu seras peut-être beaucoup moins magnanime que bon nombre de journalistes un peu trop sympathiques que l'on peut entendre et servir la soupe. Hein. C'est ça, surtout qu'à la base, j'avais encore foi dans le système judiciaire français, hormis sur 2-3 choses où effectivement il est un peu bancal, mais sinon de manière générale j'y croyais, surtout sur la liberté de la presse et sur la possibilité d'aller où on le souhaite, tout simplement. Oui, parce qu'on va encore repréciser, il faut bien marteler les choses, tu n'allais pas sur un regroupement illégal, tu allais à une manifestation déclarée au nom de ton école et sous l'autorisation de l'ANPRES qui te demandait d'avoir des protections, comme beaucoup de gens en avaient ce jour-là. Est-ce que tu penses que les policiers aussi, est-ce que tu as senti que les policiers étaient sous pression et qu'on leur demandait de faire le sale boulot, quoi? Après coup, alors après avec ceux, au départ oui, ils étaient vraiment sous pression, ils étaient en sous-effectif, il y en a un qui me l'a clairement dit, il était tout seul alors ils étaient censés être 2 ou 3 en plus, et lui vraiment il n'en pouvait plus.
Il me l'a clairement dit. Après, sur le... Ouais, quand j'étais auditionné aussi, on voyait qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils ne comprenaient pas forcément pourquoi certaines personnes étaient arrêtées. On me l'a redit une fois que je suis sorti. J'ai revu d'autres policiers qui m'ont dit aussi pareil qu'ils ne comprenaient pas. Et cette décision vient de la décision d'une commandante, c'est ça, de police qui oui, décide à un moment ouais. sur place, qui demande ce que tu sois interpellé. Alors on va aussi préciser une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, une petite anecdote. Johan, qui est notre agent notre assistant de prod, qui est interpellé porte d'Orléans. Au moment où il est interpellé, il y a 2 autres personnes qui sont interpellées en même temps que lui. Il faut savoir que la porte d'Orléans à Paris est en travaux, il y a des très gros travaux en ce moment sur cette zone-là, et 2 ouvriers passent habillés pour aller travailler avec leur casque, et boum, ils sont interpellés, ils passent la journée en garde à vue, parce que alors ce sont 2 ouvriers étrangers qui n'ont pas pu se défendre sur place, et les policiers les ont vus, vous avez des casques, les gars, terminé, on vous emmène en garde. C'est quand même assez ahurissant, aujourd'hui en 2019, de se dire que des policiers n'ont pas ce minimum de jugeote et de réflexion sur place, et qu'on interpelle un petit peu tout ce qui passe, pour répondre à des ordres ou des quotas. Ouais, malheureusement, ça fait partie. Enfin, après, j'espère, je pense, et d'après ce que j'ai vu, ils sont pas tous comme ça, heureusement. Non, loin de nous l'idée de généraliser, mais ce que nous constatons, nous, 2 personnes pour interpellées ce jour-là, c'est du jamais vu pour nous. Pour moi aussi. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va évidemment, nous, la presse, on va pas rester là. Toi non plus, je crois que tu as décidé sur les conseils des amis de ton défunt père d'engager des poursuites judiciaires. Déjà voir ce que prévoit la loi là-dessus. Après, effectivement, si j'ai des possibilités d'aller plus loin, j'irai concrètement. Ouais. Alors nous, encore une fois, sur les 2 gardes à vue des personnes de Line Press, enfin en tout cas qui venaient avec nous ce jour-là, toi et Johan, notre assistant de prod, on est quasiment certain à 100% que les 2 procédures sont totalement illégales, donc évidemment on va porter ça en justice et ne pas laisser passer ça. La démarche était claire, c'était de t'impressionner, de faire en sorte que... Je pense que c'était ça, mais j'étais très coopératif et je pense que ça les troublait un peu au départ. Mais quel effet ça va avoir sur toi, sur ton attitude? Le mois de décembre qui arrive s'avère être extrêmement socialement difficile. Ouais. Est-ce que ça va justement t'empêcher d'aller voir ce qui se passe, d'apprendre ton métier, de rendre compte, alors tu le fais pas encore parce que tu es étudiant, mais est-ce que ça va te freiner? Pas du tout, non, au contraire. Parce que le lendemain, une fois que je suis sorti, le lendemain, j'étais encore sur les manifestations des Gilets jaunes. Toujours en tant qu'évidemment journaliste, enfin étudiant en journalisme. Non, ça ne me freinera pas du tout. D'ailleurs, du coup, demain, on est le mardi 10 décembre. J'y serai aussi. J'aurai pas de protection pour éviter de me faire contrôler encore une fois. Mais je serai sur place, évidemment, pour suivre un peu le mouvement, bien sûr. Et donc, dans ta réflexion globale, tu te refuses de faire l'amalgame. Bien tu sûr. sais que, évidemment, il y a des personnes qui sont violentes, il y a de la répression policière abusive, tu en as été victime également dans les manifestations, mais il y a aussi des policiers qui subissent, malgré tout, des violences et tout ce... tu te refuses à amalgamer tout ça, dans un espèce de grand fourre-tout, sans réflexion, sans analyse. Tu gardes encore la tête froide et tu fais encore la part des choses. Oui, bien sûr. Après, de toute façon, moi de base, c'était un peu déjà ça avant, mais ça l'est encore plus maintenant en se disant que bon, y en a qui sont qui respectent vraiment juste les ordres et qui sont juste là pour faire du chiffre d'interpellation. Ce que disent beaucoup de syndicats de police d'ailleurs. Ouais. Et au niveau de ton école a réagi ou pas? Parce qu'on les a prévenus tout de suite, nous évidemment, quand on a su que tu étais en garde à vue. Ils ont essayé de m'appeler quand j'étais en garde à vue, donc forcément ils m'ont pas eu. Oui, j'ai eu l'une des directrices de la formation qui m'a laissé des messages, donc je lui ai parlé par message du coup pour lui expliquer un peu ce qui s'était passé et effectivement j'ai son soutien. Et l'école a réagi comment? Positivement d'ailleurs, d'après ce que tu me dis? Assez positivement, ouais, parce qu'ils comprenaient pas forcément aussi pourquoi. Et après, bon là, vu qu'il y a les grèves de transport, j'ai pas pu voir les directrices parce que forcément les cours c'est un peu compliqué en ce moment. Mais sinon, je pense et j'espère qu'ils vont me soutenir, bien sûr.
Voilà, donc avec des professeurs qu'on a eu nous au téléphone, qui nous ont dit qu'ils étaient un peu scandalisés de ce qui se passait. Toi en presse, tu te destinais à quoi? Il y a quelque chose qui te plaisait ou quel type de presse? La presse généraliste? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Qu'est-ce que tu cherchais à faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Plutôt l'investigation. Effectivement, après, depuis que je vois 2-3 manifs, je commence à me dire que vraiment c'est faire du GRI sur ce genre d'événement, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est sympa. Donc suite dans les tribunaux maintenant? À voir, mais potentiellement oui. Potentiellement oui, et puis sur le terrain, sur d'autres manifestations dans les semaines qui viennent. D'accord. Exactement. Merci beaucoup Julien d'avoir voulu répondre à nos questions. Alors c'est un peu particulier parce que tu étais là dans le cadre de ta formation avec l'ANPresse, on n'a pas l'habitude de ça, mais je crois que face au silence assourdissant des syndicats de journalistes, alors on va quand même rappeler une chose avant de terminer cet entretien, c'est qu'on a beaucoup de journalistes amis qui ont été blessés ce jour-là. Alors toi évidemment tu étais en garde à vue, tu ne pouvais pas le voir. On va juste citer Nicolas qui a pris un coup de LBD dans le genou, qui est un photographe de presse, François LBD dans le dos. Valentine a LBD sur la cuisse arrière. Alors tous ces gens étaient effectivement équipés d'armes par destination. Tout le monde sait pertinemment que les journalistes, les photographes, les caméramans jettent des appareils photo à 5 000 € sur les policiers dans chaque manif. Ça c'est bien connu, ce sont des armes par destination. Et que tous ces journalistes blessés ce jour-là n'ont pas été comme moi. Moi j'ai été blessé à la main, j'ai reçu une grenade mais qui a explosé à mes pieds. Bon, j'y étais pas destiné... semble-t-il, donc ça c'est un accident collatéral, mais quand on reçoit un coup de LBD dans le dos, il me semble assez difficile qu'on n'était pas la personne visée. Voilà, donc beaucoup de journalistes ont été blessés, et donc on dit aussi qu'il va peut-être falloir que les syndicats de journalistes, forts de leur silence habituel, vont peut-être un petit peu se bouger et dénoncer les choses, et il va falloir un petit peu que ça bouge. Voilà, merci beaucoup Julien. Pas de soucis. À très bientôt sur le terrain, Ouais. et puis la visibilité qui sera donnée permettra à des gens de peut-être de venir te voir et discuter avec toi. Donc voilà, tu commences ton métier par peut-être une visibilité que tu ne souhaitais pas, mais... clairement non, j'en avais pas envie, non. Merci beaucoup Julien. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.